Le jour de mes 18 ans, mes parents m'ont tendu un sac poubelle contenant mes vêtements et ont changé les serrures sous mes yeux. Ma mère a jeté mon téléphone dans la rue, forfait résilié, débrouille-toi. Mon père a conduit ma voiture chez le concessionnaire et l'a vendue, la carte grise était à mon nom, de toute façon. Mon frère m'a fait un signe de la main depuis la fenêtre de mon ancienne chambre, enfin l'espace que je méritais. Ils avaient même résilié mon assurance maladie à minuit et retiré mes économies pour l'université ce matin-là. J'ai dormi dans une gare routière. 3 semaines plus tard, il m'appelait 46 fois par jour. Je m'appelle Naomi Bennett et j'ai eu 18 ans avec un sac poubelle noir fourré dans les bras avant même d'avoir atteint le bas de l'escalier. Pas de gâteau, pas de bougies, pas de carte d'anniversaire qui m'attendait sur la table. Juste 3 visages froids, une porte d'entrée ouverte, et une phrase qui a frappé plus fort qu'une gifle. On m'a dit que j'étais une adulte maintenant. Que cela signifiait que je devais me débrouiller seul. J'ai cru à une sorte de tactique tordue pour me faire peur, jusqu'à ce que je regarde à l'intérieur du sac et que je vois mes vêtements entassés à côté d'une paire de chaussures qui n'étaient même pas les miennes. Puis j'ai entendu le clic du verrou, pas après mon départ. Alors que j'étais encore là, c'est là que j'ai compris que cela avait été planifié à la minute près. J'ai demandé où était mon téléphone. Ma mère l'a pris sur le comptoir, est passée devant moi et l'a projeté dans la rue. Il s'est brisé contre le trottoir. Forfait résilié, a-t-elle dit. Débrouille-toi. Avant même que je puisse réagir, mon père a sorti ma voiture de l'allée et a baissé la vitre juste assez longtemps pour dire « La carte grise était à mon nom, de toute façon ». Puis il est parti pour la vendre. Et pendant que je restais là, le jour de mes 18 ans, tenant un sac poubelle comme si j'avais déjà été effacé, mon frère s'est penché par la fenêtre de mon ancienne chambre et a ri. Disant qu'il obtenait enfin l'espace qu'il méritait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que rien de tout cela n'était de la colère. C'était une stratégie. Ils avaient changé les serrures sous mes yeux, résilié mon assurance maladie à minuit, vidé mes économies pour l'université ce matin-là, et s'étaient assurés que je n'ai nulle part où aller. J'ai dormi dans une gare routière cette nuit-là. 3 semaines plus tard, ces mêmes personnes m'appelaient 46 fois par jour. Avant de vous dire pourquoi, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes? Et d'où nous regardez-vous ce soir? Je n'ai pas pleuré la première nuit. Les gens s'attendent toujours à cette partie parce que ça semble plus cinématographique. Mais la vérité, c'est que j'étais trop occupé à faire des calculs dans ma tête. 15 €. Pas de téléphone, pas de chargeur, pas d'assurance, pas de voiture, pas de clé pour nulle part. 2 tenues de rechange, un sweat à capuche, une brosse à dents. Ma carte d'identité était toujours dans mon portefeuille parce que j'avais dormi avec sous mon oreiller la nuit précédente, surtout par habitude. Et cette habitude m'a probablement empêché de disparaître complètement. À la gare routière, j'ai appris très vite que la peur devient pratique quand il n'y a aucun endroit sur où la mettre. J'ai utilisé le lavabo des toilettes pour me laver le visage, je me suis enfermé dans une cabine pour recompter mon argent, et je suis resté éveillé parce que l'idée de dormir profondément en public me semblait stupide. Vers le lever du soleil, j'ai fouillé plus attentivement le sac poubelle et j'ai découvert que la moitié des vêtements n'étaient même pas les miens. Un pull appartenait à ma mère. Un pantalon de survêtement portait les initiales de mon frère. Ils ne m'avaient pas simplement mis à la porte. Ils avaient littéralement rempli le sac avec tout ce qui pouvait faciliter mon éviction. À midi, j'avais marché 6 pâtés de maison jusqu'à un centre commercial et utilisé le téléphone emprunté à une femme devant une laverie automatique pour appeler le seul numéro que je connaissais encore par cœur, la réception de l'entrepôt d'impression et d'expédition où je travaillais le week-end. J'ai demandé s'ils avaient besoin d'aide de nuit. Le superviseur se souvenait de moi parce que j'étais toujours la jeune qui restait tard sans se plaindre. Il a dit qu'il y avait un poste de nuit temporaire disponible pour l'emballage et la préparation des étiquettes, mais que je devais me présenter le soir même. J'ai dit oui avant qu'il ait fini sa phrase. J'ai passé le reste de l'après-midi dans la salle d'attente d'une clinique gratuite, non pas parce qu'il pouvait régler quoi que ce soit de dramatique, mais parce qu'il y faisait chaud et qu'il y avait des prises électriques. Une des réceptionnistes a eu pitié de moi et m'a laissé utiliser une tablette pour me connecter à mes courriels. C'est là que je l'ai vu. Un reçu pour le retrait de mon compte d'épargne universitaire. Pas un avis, un reçu. Mes parents l'avaient vidé à 9h14 ce matin-là. Un deuxième courriel confirmait que ma couverture maladie avait pris fin à minuit le jour de mon anniversaire. Le timing était si précis que j'en ai eu la nausée.
Plus tard dans la nuit, après le début de mon service, j'ai utilisé le téléphone fixe du bureau de l'entrepôt pendant ma pause et j'ai appelé le concessionnaire mentionné dans l'un des courriels d'assurance. Je connaissais déjà la réponse avant que la réceptionniste ne me la donne. Oui, la voiture avait été vendue. Oui, le titulaire de la carte grise avait pleine autorité légale. Non, il n'y avait rien que je puisse faire. Je suis resté là, le combiné à la main, et j'ai compris pour la première fois que ce qui m'était arrivé n'était pas une dispute de famille. C'était une extraction. Ils avaient supprimé tous les soutiens qu'ils pouvaient atteindre en une seule journée. Vers la fin de ce service, alors que je scellais des cartons à l'arrière, une autre employée m'a prêté son téléphone pour consulter les réseaux sociaux. J'aurais aimé ne pas le faire. Mon frère avait publié une photo de ma chambre. Ma chambre, maintenant repeinte. Mon bureau, disparu. Mes livres, disparus. Une chaise de jeu géante là où se trouvait mon lit. En légende, la promotion est arrivée vite. Des centaines de réactions amusées de la part d'amis et de cousins. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a cessé de supplier d'être comprise. Je n'avais plus besoin d'excuses. J'avais besoin de distance, de preuves et d'un plan. Parce que lorsque les gens sourient si ouvertement en vous détruisant, on arrête de se demander s'ils vous aiment et on commence à se demander ce qu'ils feront quand ils auront finalement besoin de vous. Pendant les 2 semaines suivantes, ma vie s'est déroulée sous des lumières fluorescentes, avec du café de distributeur automatique et le genre d'épuisement qui rend le temps irréel. Je travaillais de nuit à l'entrepôt d'impression et d'expédition, étiquetant des commandes de fournitures médicales, empilant des boîtes en carton ondulé, vérifiant des codes d'expédition et apprenant à rester invisible à ma propre panique. Pendant la journée, je dormais là où je pouvais me le permettre. Une fois, c'était dans un refuge pour femmes près de l'autoroute. 2 fois, c'était dans le sous-sol d'une église avec des couvertures fines et une bénévole qui me regardait comme si elle connaissait déjà toute l'histoire sans avoir besoin de détails. Après mon 4e service, l'un des opérateurs de machines seniors, Caleb Foster, m'a trouvé en train de manger des crackers d'un paquet abîmé dans la salle de pause et m'a demandé pourquoi je portais toujours le même manteau. Il n'était pas indiscret à ce sujet. Il remarquait simplement trop de choses. Je lui ai dit que j'étais entre 2 logements. Il a hoché la tête comme si cette phrase couvrait la moitié du pays et a dit que sa tante louait parfois une chambre au-dessus de son garage à des étudiants en soins infirmiers. Elle pourrait être disposée à la louer à bas prix pour quelques semaines si j'étais discrète et que je payais à temps. J'ai dit oui si vite que j'en ai presque eu honte. Cette chambre m'a sauvé. Elle avait un plafond en pente, un mini-réfrigérateur qui vibrait toute la nuit et une seule fenêtre étroite donnant sur une ruelle. Mais la serrure fonctionnait de l'intérieur, et personne là-bas ne me regardait comme si j'avais échoué à un examen invisible. Caleb s'est avéré être la première personne depuis des semaines à ne pas me traiter comme un problème ou un exemple à ne pas suivre. Il travaillait sur la découpeuse industrielle, mettait de vieilles stations de rock trop fort et avait une cicatrice sur une phalange d'une histoire qu'il refusait de raconter correctement. La première fois qu'il m'a ramené après le travail, il a dit très nonchalamment, « Les gens ne mettent pas une fille à la porte avec une telle planification, à moins qu'ils ne pensent qu'elle est un obstacle à quelque chose. » Je l'ai fixé parce que c'était la première fois que quelqu'un disait tout haut ce que je pensais tout bas. Dans l'ancienne version de ma vie, j'avais toujours été la personne fiable. Je maintenais de bonnes notes, payais les courses avec mon salaire du week-end, gardais mon frère quand mes parents voulaient sortir et m'occupais de tous les formulaires que personne d'autre ne voulait lire. J'avais passé des années à être utile, alors pourquoi me jeter maintenant ? Cette question me rongeait jusqu'à ce que la réponse commence à apparaître, morceau par morceau. D'abord, il y a eu un message vocal laissé sur le numéro de contact du refuge que j'avais utilisé sur un formulaire d'admission d'urgence. La voix de mon grand-père, chaude, tremblante, furieuse en dessous. « Naomi, ma chérie, c'est Walter. Appelle-moi. » N'écoute rien de ce qu'ils disent avant de m'avoir parlé. Puis il y a eu le 2e message 1 heure plus tard. Ils ont dit aux gens que tu étais parti de ton propre chef. Ils mentent. Je l'ai appelé depuis le bureau de l'entrepôt avant mon service suivant. Il n'a pas perdu de temps en phrases réconfortantes. Il m'a demandé où je dormais, si j'avais ma carte d'identité, si quelqu'un avait touché à mon compte bancaire, si j'avais noté les dates. Puis il a prononcé la phrase qui a changé toute la forme de l'histoire. Ton père a des problèmes financiers et il pensait que se débarrasser de toi résoudrait plus qu'un simple problème de chambre. J'ai eu un frisson. Il m'a dit de ne pas aller à la maison,
de ne pas répondre aux numéros inconnus et de ne pas croire un mot d'une soudaine préoccupation si elle commençait à se manifester bientôt. J'ai demandé comment il le savait. Il a dit que, une semaine avant mon anniversaire, mon père était venu lui demander de l'argent. Et quand cela a échoué, il a commencé à parler de restructurer le foyer. Mon grand-père avait pensé que cela signifiait réduire leur train de vie, peut-être vendre des meubles, peut-être annuler des vacances. Il n'avait pas imaginé que son fils voulait dire liquider sa propre fille. Puis il a dit qu'il voulait me voir en personne. Il y a des choses que tu ne sais pas sur ce compte universitaire, a-t-il dit. Et il y a une raison pour laquelle ils vont commencer à t'appeler. C'était la première fois que je comprenais que ma famille ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait mal calculé. J'ai retrouvé grand-père Walter dans un restaurant près de la route 61 où le café avait un goût de brûlé et les banquettes étaient en vinyle rouge craquelé, le genre d'endroit où les gens parlaient doucement parce que tout le monde avait soit de mauvaises nouvelles, soit un secret. J'ai failli ne pas le reconnaître au début car il avait l'air plus vieux qu'à Noël. Pas plus faible exactement, juste plus déçu par le monde. Il m'a serré fort dans ses bras une fois, puis s'est reculé pour étudier mon visage comme s'il comptait tous les dommages que je prétendais ne pas porter. Je m'attendais à de la pitié. Au lieu de cela, il a fait glisser un dossier sur la table. Lis d'abord la première page. C'était un relevé de la fiducie éducative que tout le monde dans la famille appelait nonchalamment le fonds universitaire de Naomi. J'avais toujours cru que mes parents le contrôlaient, qu'ils y contribuaient par sacrifice, que j'avais de la chance d'en avoir un. Mais le document disait autre chose. La source de financement initial était la succession de ma grand-mère. Mon grand-père avait établi la fiducie des années plus tôt avec moi comme bénéficiaire éducatif désigné. Mes parents n'étaient répertoriés que comme gestionnaire fiduciaire temporaire jusqu'à mes 18 ans. J'ai levé les yeux si vite que mon café a débordé. Alors comment ont-ils pu le retirer? Sa mâchoire s'est crispée. Ils n'étaient pas censés le faire. Pas pour un usage personnel. Pas à moins que l'argent ne soit directement affecté à des dépenses éducatives approuvées. Ce qu'ils ont fait pourrait être qualifié d'usage abusif. Je n'ai pas pu parler pendant une seconde. Toutes ces années, ils avaient agi comme si mon avenir leur appartenait, à accorder ou à refuser, et il ne leur avait jamais vraiment appartenu. Il m'a raconté la suite lentement. Mon père s'était impliqué dans un investissement secondaire raté dans une concession avec un ami de l'église. Lorsque l'affaire s'est effondrée, il devait plus qu'il ne pouvait couvrir. Les cartes de crédit étaient au maximum. La maison avait 2 mensualités de retard. Ma mère avait essayé de sauver les apparences en déplaçant les soldes et en prétendant que c'était temporaire. Mon frère, gâté, bruyant et soudainement obsédé par ma chambre, était devenu l'excuse qu'ils utilisaient publiquement. Mais je n'avais pas été mise à la porte parce qu'ils avaient besoin d'espace. J'avais été écarté parce qu'ils avaient besoin d'accès. Ma voiture a été vendue rapidement parce qu'elle était liquide. Mon assurance a été coupée parce que chaque paiement comptait. Ma fiducie universitaire a été pillée parce qu'ils pensaient que je ne comprendrais pas les documents avant qu'il ne soit trop tard. Et le téléphone, ai-je demandé. Grand-père Walter m'a regardé droit dans les yeux. Pour que tu ne puisses pas documenter la chronologie? Mon estomac s'est noué. Celui-ci faisait plus mal que le reste, car cela signifiait que la main de ma mère jetant mon téléphone dans la rue n'était pas de la rage. C'était de la stratégie. Puis mon grand-père m'a dit une dernière chose. 3 jours après qu'ils m'ont mise à la porte, une lettre recommandée était arrivée de l'administrateur de la fiducie, exigeant une explication pour le retrait et demandant une vérification du bénéficiaire maintenant que j'avais légalement 18 ans. Mes parents ne pouvaient pas finaliser les étapes suivantes sans moi. Ils avaient besoin de ma signature pour justifier le mouvement d'argent ou restructurer les actifs restants. Ils avaient déjà commencé à l'appeler, lui demandant s'il avait de mes nouvelles. Il ne cherche pas la réconciliation, dit-il doucement. Il cherche un accès. Je suis resté assise là, agrippant le bord de la table si fort que mes doigts me faisaient mal. La serveuse est passée 2 fois, et aucun de nous n'a touché à la tarte. Elle s'est assise. Qu'est-ce que je fais? Ai-je finalement demandé. L'expression de grand-père Walter s'est adoucie, mais seulement un peu. D'abord, survie. Deuxièmement, documente tout. Troisièmement, laisse-les se révéler. Il a proposé de couvrir une consultation juridique, pas une bataille judiciaire spectaculaire, juste assez pour comprendre mes droits.
il a également dit que si je voulais étudier la facturation médicale ou l'administration des soins de santé, il connaissait quelqu'un au centre de formation professionnelle communautaire qui pourrait m'aider à intégrer une filière de certification plus rapidement qu'un parcours traditionnel. Ce dîner ne m'a pas guéri. Il a fait quelque chose de mieux. Il a donné un motif à ma douleur. Et une fois que la trahison a un motif, elle cesse de ressembler à une fatalité et commence à ressembler à une preuve. La semaine suivante fut la première qui me sembla m'appartenir. Même si presque chaque heure était encore épuisante, je comptais toujours chaque dollar avant de le dépenser. Je me réveillais encore dans cette petite chambre au-dessus du garage, les épaules bloquées par un sommeil trop léger, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un frappe à la porte pour me dire que j'avais abusé de leur hospitalité. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis mon 18e anniversaire, ma vie ne se résumait plus à survivre aux 12 prochaines heures. Elle commençait à pointer vers quelque chose. Caleb m'a conduite au centre de formation professionnelle après l'un de nos services de nuit. Nous sentions tous les deux encore la poussière de carton et l'encre d'imprimante. Et je me suis assise avec un conseiller qui m'a présenté une certification accélérée en facturation médicale, en administration des demandes d'assurance et en système de compte patient. Ce n'était pas le parcours universitaire prestigieux que j'imaginais à 16 ans, mais c'était réel, stable et assez proche du monde de la santé pour que cela semble presque poétique. Le même système que mes parents avaient essayé d'utiliser comme une arme contre moi en annulant mon assurance devenait le système que j'apprendrais à naviguer mieux qu'ils ne le pourraient jamais. Je me suis inscrite cette semaine-là. J'ai payé les premiers frais avec mon propre salaire, j'ai fixé le reçu pendant une minute entière et j'ai dû m'enfermer dans les toilettes ensuite parce que je tremblais. Pas de peur, mais de la réalisation étrange et écrasante que je venais de financer mon avenir sans supplier personne pour la permission. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Les appels ont continué à affluer. Numéros inconnus, numéros masqués, vieux amis de l'église, parents éloignés, des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années m'ont soudainement contacté avec des voix douces et des messages lourds de sens. Ma mère était dévastée. Mon père était sous une pression énorme. Je devais arrêter de faire de cette histoire une affaire plus grosse qu'elle ne l'était déjà. Une tante m'a écrit un paragraphe sur l'honneur de la famille. Une autre a dit que devenir adulte signifiait apprendre à pardonner rapidement. Aucune d'entre elles n'a demandé où j'avais dormi la première semaine. Aucune n'a demandé comment j'avais mangé, ce qui était arrivé à mon téléphone, ou comment je me rendais au travail après que ma voiture ait été vendue sous mon nez. Leurs préoccupations ne tournaient qu'autour d'une seule idée. Revenir, calmer les choses, signer tout ce qui devait être signé, et permettre à tout le monde de passer à autre chose. Cela m'en a dit plus que leur silence n'aurait jamais pu le faire. Puis mon frère m'a envoyé un message via un compte anonyme. Si tu signes les papiers, peut-être que papa t'aidera pour tes études plus tard. Je l'ai lu 3 fois et chaque fois, il sonnait encore plus laid. Pas parce qu'il était cruel. La cruauté, je la comprenais déjà, mais parce qu'il était si désinvolte, si confiant, comme s'il croyait vraiment que j'étais encore assez désespéré pour négocier avec les gens qui m'avaient dépouillé de tout. J'ai immédiatement fait une capture d'écran du message, je me la suis envoyée par courriel, j'en ai imprimé une copie au travail et je l'ai glissée dans le dossier que j'avais commencé à constituer. À ce moment-là, ce dossier était devenu presque sacré pour moi. Le relevé de la fiducie, l'avis d'annulation de l'assurance, la confirmation du concessionnaire que la voiture avait été vendue, le message anonyme, les notes de ma conversation avec grand-père Walter, une chronologie tapée de mon anniversaire, à l'heure près. Chaque document semblait être une brique de plus dans le mur entre leur version de l'histoire et la vérité. L'avocate que mon grand-père m'a recommandée via l'aide juridique était calme, directe et impossible à déstabiliser. Elle a tout lu, a tapoté une fois son stylo contre la table et a dit « Ne signez rien sous la contrainte de la culpabilité, de la peur ou de la pression familiale. » Puis elle m'a regardé à nouveau et a ajouté « Et si les fonds de la fiducie ont été utilisés de manière inappropriée, ils ont beaucoup plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'eux. » Je savais qu'elle avait raison, mais l'entendre à voix haute a changé quelque chose en moi. Pendant des semaines, j'avais encore ce vieux réflexe, cet instinct enfantin de penser que j'exagérais peut-être. Que je devrais peut-être maintenir la paix. Que c'était peut-être égoïste de me protéger. Mais les gens égoïstes ne dorment pas dans les gares routières parce qu'ils refusent de se trahir eux-mêmes. Les gens égoïstes ne fracassent pas le téléphone de leur fille pour contrôler une chronologie. Puis un autre problème est survenu, et c'est celui qui a finalement rendu l'évitement impossible. Une petite bourse pour laquelle j'avais postulé a été mise en attente,
en attente de clarification sur les fonds d'éducation antérieurs et de preuve de mon statut d'indépendante. En d'autres termes, le vol de ma famille n'était plus seulement une blessure. Il devenait un obstacle dans la nouvelle vie que j'essayais de construire. Je me suis assise sur le parking du centre de formation professionnelle avec cet avis sur les genoux et j'ai senti la colère monter en moi avec une clarté que je n'avais pas ressentie auparavant. Ils avaient déjà pris assez. Mon lit, ma chambre, ma voiture, mon assurance, mes économies, mon sentiment de sécurité. Je n'allais pas les laisser empoisonner mon avenir aussi. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas y retourner pour demander des comptes. Et je n'allais certainement pas y retourner pour supplier. J'allais y retourner une seule fois, selon mes propres termes, avec des copies de chaque document, chaque capture d'écran, chaque date. Ils pensaient que je n'avais aucun moyen de prouver quoi que ce soit. Je voulais les entendre le dire clairement. Je voulais qu'ils me regardent dans les yeux et me montrent s'il y avait ne serait-ce qu'une once de remords sous toute cette manipulation. Non pas parce que j'avais besoin de leur culpabilité pour guérir, mais parce que j'avais besoin que la vérité soit dite assez clairement pour ne plus jamais douter de ma propre mémoire. Caleb a proposé d'attendre à proximité dans la voiture. Grand-père Walter m'a dit de garder mon téléphone en enregistrement dès que je mettrais le pied sur le porche. L'avocate m'a dit de ne pas argumenter, de ne pas menacer, et de ne pas les laisser transformer la conversation en chaos. À ce moment-là, la peur était toujours là, mais ce n'était plus la peur de perdre ma famille. Cette perte avait déjà eu lieu. Ce que je ressentais maintenant était quelque chose de plus vif. La certitude que j'étais sur le point de découvrir s'il me voyait comme une fille, ou si je n'avais jamais été qu'un autre actif qu'il supposait resterait silencieux. Quand je suis retourné à la maison, les parterres de fleurs avaient été refaits. C'est la première chose que j'ai remarquée. Et pour une raison quelconque, cela m'a mise plus en colère que le changement de serrure. Ils avaient poli l'extérieur. Ils avaient donné à l'endroit un air soigné, comme si personne n'en avait jamais été jeté dehors tenant un sac poubelle le jour de son anniversaire. J'ai gardé mon téléphone en enregistrement dans la poche de mon manteau et j'ai sonné. Mon père a ouvert la porte à moitié, puis s'est figé. Ma mère est apparue derrière lui presque instantanément, la main sur la poitrine, feignant le choc avant même de savoir quelle version de la conversation nous allions avoir. Mon frère était dans les escaliers avec un sourire qui a disparu quand il a vu que je n'étais plus seul émotionnellement. Je ne reste pas, ai-je dit avant que quiconque puisse commencer. Je suis ici pour parler du retrait de la fiducie, de l'annulation de l'assurance, de la vente de la voiture et de la raison pour laquelle vous m'avez appelé 46 fois en 3 semaines. Mon père a d'abord essayé l'irritation. Tu disparais et puis tu reviens ici nous accuser. J'ai brandi le dossier. Je n'ai pas disparu. Vous avez supprimé tous les moyens que j'avais de contacter qui que ce soit. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes si vite que je les aurais crues autrefois. Plus maintenant. Elle a dit qu'ils avaient été sous pression, que les choses avaient dérapé, que j'étais assez grande pour comprendre les difficultés financières. J'ai demandé si les difficultés financières exigeaient de fracasser mon téléphone et de changer les serrures sous mes yeux. Elle n'a pas eu de réponse à cela, alors mon père est intervenu avec la vraie raison. Nous devons corriger des papiers, a-t-il dit. C'est tout ce qu'il y a, voilà. Pas d'échauffement, pas de fausses retrouvailles, juste des papiers. J'ai demandé si la fiducie universitaire provenait à l'origine de la succession de grand-mère. Silence. J'ai demandé s'il l'avait retirée pour couvrir des dettes personnelles. Ma mère a dit, nous avions l'intention de la remplacer. Mon frère a ri depuis les escaliers et a marmonné, elle fait comme si elle allait aller à l'université de toute façon. Je me suis tourné vers lui et quelque chose dans mon visage a dû changer car il a cessé de sourire. J'ai dit très calmement. Tu as eu ma chambre, mon lit, mon bureau, mes étagères, et ma voiture a disparu la même semaine. Tu penses encore que tu n'en as pas eu assez? Mon père s'est emporté, puis lui a dit de se taire, et ce fut le premier moment où j'ai vu la panique fissurer leur performance. J'ai posé des copies des documents sur la table de l'entrée, le relevé de la fiducie, l'acte de vente, l'avis d'assurance, les captures d'écran du message anonyme, une chronologie tapée. Vous avez dit aux gens que j'étais parti de mon plein gré. Vous avez dit aux parents que vous étiez inquiets. Vous avez laissé tout le monde penser que j'étais instable ou dramatique. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est ma signature parce que l'administrateur pose des questions. Ma mère a chuchoté. Naomi, s'il te plaît. Ce mot, s'il te plaît,
aurait tout signifié pour moi un mois plus tôt. Maintenant, il semblait trop tard pour être même insultant. Mon père a changé de tactique à nouveau et a dit que si je signais l'accusé de réception du bénéficiaire et un formulaire de restructuration, il pourrait trouver un arrangement pour moi. J'ai demandé si, trouver un arrangement, signifiait l'argent qu'ils avaient volé, le logement qu'ils m'avaient enlevé, la couverture médicale qu'ils avaient annulée ou la voiture qu'ils avaient vendue. Il a dit que j'étais émotive. J'ai dit, non, je suis documenté. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le moteur du réfrigérateur s'enclencher depuis la cuisine. Puis mon frère, parce que la cruauté était encore plus facile pour lui que la honte, a dit, signe et arrête de tout ramener à toi. Ma mère ne l'a pas corrigé. Elle a pleuré. Mon père a fixé les papiers comme s'il pouvait les intimider pour qu'ils changent de réalité. Et à ce moment-là, tout le doute que j'avais eu, me demandant si j'avais peut-être exagéré la douleur, si j'avais peut-être mal compris, si parfois les familles se brisent simplement de manière brutale, tout cela est mort. Parce qu'ils avaient eu une seule chance claire de dire qu'ils étaient désolés avant de me demander quoi que ce soit. Et ils ne l'ont pas saisi. J'ai pris les formulaires non signés qu'ils avaient posés sur la table, je les ai déchirés une fois par le milieu, puis encore une fois. Puis j'ai posé les morceaux entre nous et j'ai dit, à partir de maintenant, pour tout ce que vous m'avez pris, vous répondrez de vos actes sans moi. Mon père m'a dit de sortir. Ma mère s'est affalée sur une chaise. Mon frère m'a traité de peste égoïste. J'ai marché jusqu'à la porte, puis je me suis retourné juste assez longtemps pour dire la seule chose qui comptait. Vous n'avez pas jeté une fille inutile. Vous avez jeté votre témoin le plus facile. Puis je suis parti. Je n'ai pas publié l'enregistrement en ligne cette nuit-là. La vengeance semble simple quand les gens en parlent de loin, comme s'il s'agissait d'un seul geste spectaculaire et d'une fin nette. La vraie vengeance, celle qui vous protège vraiment, est plus lente et plus froide que cela. D'abord, j'ai envoyé l'enregistrement et les documents à l'administrateur de la fiducie par l'intermédiaire du bureau d'aide juridique. Ensuite, j'ai soumis les preuves de mon statut d'indépendante au comité des bourses. Ensuite, j'ai répondu à chaque mensonge avec du papier. C'était la partie que personne ne voit dans les titres d'histoire. La brutalité ennuyeuse et magnifique des dossiers, des dates, des horodatages, des reçus, des captures d'écran, du courrier recommandé. 3 jours plus tard, l'administrateur a gelé tout accès ultérieur à la fiducie éducative et a ouvert une enquête pour usage abusif. Une semaine après, l'employeur de mon père a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête pour gestion douteuse des fonds de bénéficiaires familiaux, car il avait lié des projections de revenus de l'entreprise et d'autres déclarations financières à un refinancement. Il n'a pas été emmené menotté ou quoi que ce soit de cinématographique. C'était plus laid que ça. Il a été suspendu discrètement, puis on lui a demandé de démissionner. Ma mère a commencé à appeler des parents pour essayer de devancer l'histoire, mais à ce moment-là, trop de gens avaient entendu l'audio. Non pas parce que je l'ai diffusé sur Internet pour des étrangers, mais parce que lorsque quelques membres de la famille ont continué à me presser de faire ce qu'il fallait, je leur ai envoyé la vérité et je leur ai dit de ne plus jamais me contacter aveuglément au nom de mes parents. Le petit royaume de mon frère n'a pas bien résisté non plus. Apparemment, se moquer de la sœur que vos parents ont mise à la porte le jour de son anniversaire semble moins drôle quand les gens entendent le reste de la conversation. Il a perdu des amis plus vite que je ne l'avais prévu. Certains des mêmes cousins qui avaient ri de la photo de sa chambre ont soudainement trouvé des excuses pour ne plus répondre. Quant à la maison, grand-père Walter avait eu raison sur les finances. Ils étaient déjà en retard avant que je sois mise à la porte, et le désordre de la fiducie a rendu le refinancement plus difficile, pas plus facile. À la fin de cette saison, ils ont dû la mettre en vente. La chambre que mon frère avait tant méritée appartenait à un étranger avant l'hiver. Et moi, je ne suis pas devenue instantanément guérie, gracieuse ou sainte. J'ai continué à travailler de nuit pendant un certain temps. J'étudiais pendant les pauses déjeuner. J'ai appris le codage des assurances, le langage de l'examen des réclamations, la gestion des refus et les systèmes de compte patient avec une concentration que je ne me connaissais pas. Le blocage de la bourse a été levé après que ma documentation ait été traitée. Grand-père Walter a aidé comme il le pouvait. Caleb conduisait toujours trop vite et m'achetait du café horrible de station-service avant les examens. La vie ne m'a pas offert une fin de film parfaite. Elle m'a offert un loyer, de la fatigue, des formulaires et un avenir que j'ai dû construire avec des mains endolories. Mais il était à moi.
Environ 4 mois après être sorti de cette maison pour la dernière fois, ma mère m'a envoyé un message plus long que tout ce qu'elle avait écrit depuis des années. Pas de demande, pas de formulaire joint, juste des excuses, des regrets, des explications, du chagrin. Je l'ai lu 2 fois et j'ai répondu par une seule ligne. J'espère que tu deviendras assez honnête pour survivre au coup de tes choix. C'était tout. Non pas parce que j'étais cruel, mais parce que l'accès à moi n'était plus le prix qu'ils obtenaient pour enfin paraître tristes. Les gens me demandent si je leur ai pardonné. La vraie réponse est plus compliquée qu'un oui ou un non. J'ai abandonné le fantasme qu'une excuse parfaite pourrait me rendre la vie qu'ils ont brisée. J'ai cessé de les porter en moi dans chaque décision. J'ai cessé de mesurer ma valeur à l'aune de ce qu'ils me refusaient. C'est peut-être ça, le pardon. C'est peut-être la liberté. Ce que je sais avec certitude, c'est ceci. La famille n'est pas un laissez-passer à vie pour faire du mal à quelqu'un sans conséquence. Le sang ne transforme pas la trahison en discipline. Et parfois, la vengeance la plus satisfaisante n'est pas de ruiner les gens qui ont essayé de vous ruiner. C'est de survivre si clairement, si fermement, que chaque porte qu'ils ont claquée devient la preuve que vous n'avez jamais été le problème. Le jour de mes 18 ans, ils m'ont tendu un sac poubelle, ont changé les serrures sous mes yeux, ont fracassé mon téléphone dans la rue, ont vendu ma voiture, ont coupé mon assurance et ont vidé ce qu'ils pensaient être mon avenir. 3 semaines plus tard, ils m'appelaient 46 fois par jour parce qu'ils avaient besoin de quelque chose que seul moi pouvais leur donner. Je ne suis pas retourné pour les sauver. Je suis retourné pour entendre la vérité de mes propres oreilles. Et quand elle est finalement venue, elle ressemblait exactement à ceci. Pas de l'amour, pas du regret, pas de la famille, juste du besoin. Si un jour les personnes les plus proches de vous forcent à choisir entre maintenir la paix et garder votre respect de vous-même, choisissez-vous tôt. Cela fera mal. Cela vous coûtera peut-être la version de la famille que vous vouliez, mais perdre une illusion vaut toujours mieux que de vivre dedans. Alors dites-moi honnêtement, si les gens qui vous ont fait du mal ne revenaient que parce qu'ils avaient besoin de votre nom, de votre argent ou de votre silence, leur pardonneriez-vous ou les laisseriez-vous vivre avec le son de cette porte qui se ferme derrière vous ?